Michel Caugier, Chantal Hébert, Alec Castonguay, bonsoir. 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 Quand on voit sur notre téléphone vers 21h, 21h15 hier, remaniement, demain, puis ça commence, puis les gens commencent à s'appeler, ça fait monter l'adrénaline quand même. Puis on se dit, est-ce que M. Trudeau vraiment est en train de mettre la table pour une élection? Voici ce qu'il a répondu. Non, pas du tout. On a besoin d'avoir la meilleure équipe possible pour continuer à livrer pour les Canadiens pendant cette crise sans précédent. C'est ça notre focus. Voilà. Alors, Chantal Hébert, d'abord, on va rappeler aux gens qui n'étaient pas avec nous, mais François-Philippe Champagne qui prend la place de Navdeep Bain, qui s'en va, ministre de l'Industrie. François-Philippe Champagne, donc, qui prend la place de M. Bain. Qu'on va Marc Garneau, qui s'en va aux Affaires étrangères, et Omar Alghabra, qui vient du même coin de Bain, d'ailleurs, au Mississauga, qui prend le ministère des Transports, important ministère des Transports. Alors, Chantal Hébert, est-ce que tout ça est aussi simple que M. Bain voulait partir tout de suite, puis il fallait agir? Non, puisqu'il ne voulait pas partir tout de suite, mais néanmoins, quand on ne veut pas faire la guerre, il faut toujours se préparer pour la guerre. Alors, ce serait imprudent d'en tirer une conclusion qui voudrait qu'on s'en va en campagne électorale le plus tôt possible. Ce serait imprudent de la part des partis d'opposition de tirer la conclusion qu'il n'y aura pas de campagne électorale parce que M. Trudeau dit que ce n'est pas ce qu'il veut. Dans les faits, la décision de Navdeep Bain de se consacrer davantage à sa famille, c'est une excuse qu'on entend souvent, que je crois que dans ce cas-ci, qui est sérieuse, mais qui ne veut pas dire qu'il disparaît de l'horizon libéral. Pour ceux qui ne connaissent pas, M. Bains était à la fois un ministre assez solide, mais d'autre part un stratège assez fin qui, dès la première heure, appuyait Justin Trudeau et qui pourrait trouver, à temps perdu, entre deux lectures à ses enfants, du temps pour commencer à planifier la prochaine campagne électorale fédérale, tout en permettant à Justin Trudeau de faire des changements qui, dans l'ensemble, le serviraient assez bien en campagne électorale aussi. Michel, c'est François-Philippe Champagne, ministre de l'Innovation, Sciences et Industries. C'est un ministère beaucoup plus présent pour les Canadiens. Il sera moins en voyage, peut-être moins... comment dire? C'est plus près... Moins prestigieux. Oui, moins prestigieux. Voilà, merci Michel, c'est le mot que je cherchais. Mais c'est très concret, c'est un gros ministère. Deux ministres du Québec. Il y aura M. Garneau, qui aura donc le ministère des Affaires étrangères. Deux ministres du Québec, quand même en bonne posture. Oui, et n'oubliez pas qu'il y a un autre ministre du Québec, qui est Mme Joly, qui est dans un portefeuille économique. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit qu'entre autres, M. Trudeau n'a pas du tout mis une croix sur le Québec. Loin de là, sa majorité, il peut la reprendre au Québec. Et M. Champagne, qui est un bon politicien de terrain, qui pour distribuer des chèques, puis qui pour aller parler de ce que le gouvernement fait pour vous, est quand même un vendeur assez remarquable, bien, il va être beaucoup plus utile à l'équipe électorale là qu'il l'aurait été aux Affaires étrangères. D'autre part, c'est quand même prestigieux, puis ça reste un Québécois, c'est M. Garneau qui va l'avoir. Et pour certains dossiers, comme par exemple l'industrie de l'aéronautique et de l'aérospatiale dans la région de Montréal, M. Champagne risque d'être un petit peu plus ouvert à regarder l'aide dont ils ont besoin que M. Garneau ne l'était. Alors, puis tout ce qu'un gouvernement fait à ce moment-ci de la vie d'un gouvernement minoritaire peut être vu comme électoral. Alors, c'est bien sûr que les gens le voient comme ça aussi. Oui, Alec. Oui, on sait qu'en politique, loin des yeux, loin du cœur, et on trouvait que François-Philippe Champagne était peut-être très utile aux affaires étrangères, mais qui était peut-être un peu loin, notamment de la bataille assez critique en région au Québec qui va se faire entre le Bloc québécois, le Parti conservateur et le Parti libéral. Il est en Mauricie, François-Philippe Champagne, c'est une ancienne circonscription de Jean Chrétien. Là. C'est un coin qui va être chaudement disputé, puis c'est probablement plus utile de l'avoir ici, comme mes collègues l'ont dit, que de l'avoir aux affaires étrangères. Encore qu'ils ne voyagent pas tant que ça en pleine pandémie, mais ce n'est pas des dossiers à bonne nouvelle, ce n'est pas des dossiers près des gens, alors que le ministère de l'Industrie, qu'on renomme pour être un peu plus sexy, l'innovation et sciences, est certainement plus utile à l'approche d'une campagne électorale, alors que Marc Garneau, dans Westmount-Ville-Marie, au centre-ville, pas beaucoup de concurrence du Bloc québécois et du Parti conservateur. C'est pas une circonscription qui est en danger. Puis je dirais que
La réflexion autour d'Omar Al-Gabra est probablement semblable. Navdeed Bains en menait très large dans Mississauga, mais les banlieues de Toronto, Brampton, Mississauga, c'est très important pour la prochaine campagne électorale. Avoir un ministre comme M. Al-Gabra qui vient de Mississauga, qui est un proche de Justin Trudeau, comme l'était Navdeed Bains, ça aussi, c'est un message qu'on envoie aux banlieues de Toronto qui sont encore très importantes pour Justin Trudeau. Al-Gabra, il va avoir des gros dossiers. Le ministère des Transports, il y a des gros dossiers, Chantal, demain matin sur sa table. Demain matin, mais je pense qu'il faut aussi s'entendre sur le fait qu'on avait convenu qu'entre Marc Garneau, le ministre précédent, et l'industrie aérienne, et en particulier les compagnies aériennes, le dialogue passait de moins en moins et on se battait davantage sur la place publique que d'autres façons. Alors, l'idée de mettre un nouvel interlocuteur, ça pourrait permettre au gouvernement et aux compagnies aériennes de reculer d'un pas et d'essayer d'harmoniser un peu ce qu'ils n'ont pas réussi à faire depuis le début de la pandémie. Entre-temps, M. Garneau, ministre des Affaires étrangères, certainement qu'il a la pointure pour l'emploi, mais c'est aussi un signal que, par exemple, sur le front des relations canado-américaines, on peut baisser un peu la garde à partir de la semaine prochaine avec une nouvelle administration davantage parlable. Donc, ça devient un front qui est quand même moins chaud. François-Philippe Champagne, selon moi, au sein du cabinet au Québec, c'est le meilleur communicateur du gouvernement. Bon. Un mot sur Garneau, plus généralement, quand Michel Sauger, il a la pleine confiance du patron, là. Ça se voit. Oui, il y a la pleine confiance du patron parce qu'on peut discuter, par exemple, Chantal disait que les compagnies aériennes, il y a beaucoup de fritures sur la ligne, c'était fait, mais il n'échappe pas le ballon, Garneau. Alors, on peut dire qu'il n'a pas réglé le dossier, mais il n'échappe pas le ballon. Alors, au ministère des Affaires étrangères, où le ministre, d'habitude, est très bien entouré, il faut quand même le dire, ça va être un ministre tout à fait respectable. Il connaît les États-Unis, il a vécu aux États-Unis. Il disait ce matin, mes enfants sont nés aux États-Unis. Alors, comme il faut rétablir un certain nombre de ponts avec la nouvelle administration Biden, ce qui sera pas mal moins difficile qu'avec le monsieur qui se trompe jamais, là. Mais ça va... il était incapable de faire ça. En conclusion, on met les choses en ordre. Si jamais on devait tomber ou on voulait tomber un peu plus tôt, parce que là, on a le Conseil des ministres voulu pour partir en guerre, Chantal, comme vous disiez. En tout cas, comme remaniement du mois de janvier, c'est probablement un remaniement plus payant électoralement que le dernier remaniement qu'on n'avait pas vu venir. Rappelez-vous, là, celui où on avait envoyé la ministre Jody Wilson-Raybould ailleurs et tout ce qui a suivi. Celui-ci, c'est un remaniement qui, de façon générale, expose pas le gouvernement à beaucoup de risques et probablement consolide sa position. Et êtes-vous d'accord avec ce qu'a dit Michel C. tout à l'heure et que ça montre aussi que le Québec sera, aux yeux des libéraux, un terrain extrêmement important? Ils n'ont pas lancé la serviette, loin de là. Non, pas du tout. Puis, effectivement, Michel avait raison quand il dit on a quand même, avec Mélanie Joly, au tourisme, au développement économique régional, ça aussi, c'est un portefeuille à bonne nouvelle. On ajoute François-Philippe Champagne, qui va être le porte-parole du budget de la relance économique. Il ne faut pas oublier que lors du prochain budget, on va annoncer quand même entre 70 et 100 milliards de nouvelles dépenses. Vous avez donc deux porte-paroles francophones, québécois, capables d'amener ça un peu partout au Québec. Là où on va avoir effectivement, comme c'est souvent le cas, le Québec, l'Ontario, c'est pas mal ça qui va décider de la couleur du gouvernement et de sa majorité. Alors, d'avoir des portefeuilles économiques dans les mains des Québécois, deux à la fois, ça, c'est quand même pas si courant. Alors oui, il y a certainement quelque chose là-dedans qui vient de la réflexion de la prochaine bataille électorale. Et ça prépare peut-être éventuellement une bataille pour la succession entre M. Champagne et Mme Freeland qui pourrait s'annoncer tout à fait intéressant. Oui, parce que M. Champagne, il ne fait pas de cachette. Enfin, on ne parle pas de ça, de ces choses-là encore. Mais au nombre de poignées de main qu'il a serrées dans sa vie, si ça se traduit en vote, ça va bien aller pour lui. On verra. Ça, c'est de la science-fiction, c'est très loin. Revenons à plus tôt. Parce que pour aller en campagne, qu'il soit défait ou que lui s'arrange pour être défait, ce serait bien que la grande opération de vaccination soit plus avancée. On va écouter M. Trudeau là-dessus qui parlait de 20 millions de nouvelles doses. On écoute. Je peux aussi annoncer que nous avons conclu une entente avec Pfizer pour accélérer la livraison des doses de leur vaccin. D'ici la mi-printemps, entre avril et juin, nous aurons assez de doses pour vacciner jusqu'à 20 millions de personnes.
Avec cette nouvelle, on se rapproche encore plus de notre objectif, qui est d'offrir des vaccins à tous les Canadiens d'ici l'automne. Et le comité, je le rappelle pour ceux qui n'étaient pas avec nous plus tôt à l'émission, le comité consultatif a dit oui, c'est bien, utilisez la deuxième dose tout de suite et on pourra attendre jusqu'à 6 semaines pour donner la deuxième dose. Michel Sauger, alors c'est cette grande opération qui permettra de respirer un peu mieux, là, on l'espère. Si ça fonctionne et si les vaccins arrivent à temps. Le problème, c'est pas d'acheter des vaccins. Ça, on en avait déjà suffisamment de toute manière. La question, c'est quand est-ce qu'ils vont se retrouver, d'une part, entre les mains du gouvernement fédéral, puis d'autre part, entre les mains des gouvernements provinciaux qui, eux, vaccinent. Et après ça, est-ce que les provinces vont suivre le rythme d'obtention des vaccins et vont être capables de les distribuer rapidement? Ce qui est important, c'est à la fin qu'il y ait des citoyens canadiens qui aient le vaccin dans le bras, comme on dit. C'est pas de faire des achats. Des achats, on en a fait énormément. Il allait pas en manquer à la fin. C'est le temps. Oui, c'est le temps. Et là, les 20 millions de doses supplémentaires, c'est mars, avril, mai. Là. C'est pas tout de suite. Là. C'est pas tout de suite. Chantal. Oui, mais c'est quand même une bonne nouvelle. N'importe quoi qui amène plus de vaccins plus vite, c'est une bonne nouvelle, aussi bien politiquement que de façon générale pour la majorité des Canadiens. J'ai l'impression, moi, qu'au fil de la pandémie, le gouvernement de Justin Trudeau s'est rendu à une réalité, c'est-à-dire qu'à la place de continuer à promettre beaucoup puis à livrer peu, il fait un peu le contraire. Alors, vous avez entendu aujourd'hui M. Trudeau annoncer 20 millions de plus qui arriveraient au début du printemps, mais ne pas changer son objectif de la fin septembre. Et selon moi, ça s'inscrit dans cette nouvelle stratégie qui l'a assez bien payé, d'ailleurs, quand l'opposition a commencé à dire qu'il n'y aurait pas assez de vaccins, de s'en tenir à la cible minimale parce qu'ils viennent de découvrir, ça leur a pris du temps, vous me direz, que c'est toujours mieux de dépasser les attentes que de créer des attentes qu'on ne peut jamais atteindre. C'est ce que j'allais vous dire. C'est une épiphanie pour M. Trudeau. M. Chrétien était maître là-dedans, de baisser les attentes et de livrer davantage. Alec, c'est intéressant parce que ce que Chantal dit, là, on ajoute un 20 millions, mais on ne change pas l'objectif. Alors, on se garde dans la poche arrière des bonnes nouvelles. Oui, moi, j'irais même plus loin. On dirait qu'on vient de se rendre compte que depuis 2015, on promet beaucoup puis on livre pas beaucoup. Les voies ensoleillées de Justin Trudeau, souvenez-vous, on allait révolutionner ce que le gouvernement allait faire. C'était le Canada est de retour sur la scène internationale. On a quand même échappé le siège au Conseil de sécurité de l'ONU comme les conservateurs avant eux. Mais c'est vrai que c'est une bonne stratégie. Et en décembre, l'opposition a été déculottée à Ottawa lorsqu'on est arrivé avec les bonnes nouvelles, plus de vaccins, plus rapidement. La semaine d'avant, Erin O'Toole disait on va être le dernier pays vacciné au monde, ce qui était nettement exagéré. Mais c'est certain que cette fois-là, ça a vraiment surpris les partis d'opposition. Et là, cette fois-ci, c'est quoi? On a eu un accrochage avec les provinces qui disaient on a besoin de plus de doses plus vite. Justin Trudeau dit on va vous en trouver un peu plus rapidement. Évidemment, pas d'ici le mois de mars, ça c'est compliqué, tous les pays en veulent. Mais si au printemps, on peut avoir vacciné la moitié de la population canadienne, donc on est largement passé les groupes vulnérables, on commence à vacciner de manière massive, bien là, d'un point de vue politique, c'est beaucoup plus facile ensuite. Un petit mot, je fais entendre Doug Ford. Aujourd'hui en Ontario, des annonces importantes. Proportionnellement, il y a encore moins de cas per capita par rapport au Québec, par exemple, mais la situation s'empire en Ontario. Et là, on a changé le ton du message. Il y a des nouvelles mesures adoptées aujourd'hui. On écoute M. Ford. The system is on the brink of collapse. It's on the brink of being overwhelmed. We're at levels we've never seen before. Last week, I stood here and I told you that our province is in crisis, and the facts are clear. Cases and deaths are at the highest levels since the start of the pandemic. C'est intéressant, Michel Sauger, parce que là, on a étendu des mesures. Ce n'est pas un couvre-feu à proprement parler, mais on dit aux gens de rester à la maison, sauf si c'est vraiment nécessaire de sortir. Donc, c'est un confinement comme celui qu'on a connu au printemps. Ce qui risque d'être problématique, parce que les gens se parlent entre le Québec et l'Ontario, c'est la compréhension de la population. Vous savez, le Québec dit couvre-feu, mais pas de confinement total, on va laisser des choses ouvertes, etc. En Ontario, c'est non, pas besoin d'un couvre-feu, mais par contre,
un stay-at-home, un confinement. Et il faut que la santé publique existe dans chacune des provinces. Explique pourquoi ils font ça, pourquoi ils sont différents des autres aussi. Parce qu'à un moment donné, les gens sont mélangés. Et de bonne foi, ils voient que entre le Québec et l'Ontario, qui pourtant se parlent, on ne fait pas du tout la même chose. Ça peut être un problème à terme pour les gouvernements. Il faut qu'ils expliquent mieux. Chantal. Où on fait la même chose puis on ne l'appelle pas du même nom, à rester chez soi à condition de ne pas s'en aller à la pharmacie, pas s'en aller dans un magasin, y compris ceux qui ne vendront pas des choses essentielles, mais qui devront fermer à 8 heures. Et pas ouvrir avant 7 heures du matin, gros changement. Les marches de santé, j'essayais de voir si je vivais en Ontario, ce qui serait très différent de ce qui arrive au Québec. Pas clair. Pour les écoles, oui, les écoles sont encore fermées en Ontario et dans certaines régions vont le rester, y compris au primaire, plus longtemps qu'au Québec. Mais sur le fond, avec des mots différents, on arrive à peu près au même endroit. Ça se ressemble. Alex, ça se ressemble. Oui, et ça montre surtout qu'on a souvent opposé, ici au Québec, mais un peu partout dans le monde, le gouvernement et les experts de la santé publique. En réalité, la santé publique, c'est pas un bloc homogène. Il y a plusieurs avis différents au sein des spécialistes de la santé publique. Ils veulent tous se rendre au même résultat, mais ils ont plusieurs chemins pour s'y rendre. À un endroit, on ferme les écoles. À l'autre, non. À un endroit, on appelle ça un couvre-feu. En Ontario, on n'aime pas le terme, mais c'est pas très loin d'un couvre-feu à longueur de journée, avec, bon, peut-être quelques différences, mais ça se ressemble quand même. Mais en réalité, c'est qu'il y a plusieurs stratégies différentes. Mais donc, les gouvernements, celui de l'Ontario, celui du Québec, doivent écouter leur santé publique et finalement trancher sur quelque chose qui n'est pas toujours unanime en termes de recommandations. Puis là, on le voit dans deux provinces pourtant assez similaires. C'est frappant, notamment pour les écoles. C'est là qu'il y a quand même la différence la plus marquée. Là. Oui, très bien. Merci beaucoup de nous avoir éclairés sur tout ça. On se retrouve très bientôt. Merci, bonne soirée. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.